Histoire 1. La pêche est l'un des passe-temps les plus anciens de l'histoire humaine et elle est présente dans tous les coins du monde où la possibilité est offerte. La pêche commerciale à grande échelle est une forme de pêche qui soutient l'économie de nombreux pays à travers le monde, mais elle comporte également des risques considérables. De la perte de membres à cause de lignes qui se cassent, à des doigts qui se gèlent sous des rafales glaciales, la pêche commerciale est un métier extrêmement dangereux. Un autre risque de cette pratique se cache aussi sous la surface de l'eau. La première histoire que nous avons aujourd'hui concerne Robert Dean, un pêcheur expérimenté avec des années de pratique derrière lui, qui a trouvé une fin tragique sous les mâchoires d'un grand requin blanc affamé et furieux. Le 18 août 1982, Robert Dean se leva très tôt dans les quartiers de l'équipage du navire, vers 4 heures du matin pour être précis. Il se sentait encore groggy, mais le travail était le travail, et il s'habilla rapidement avant de sortir sur le pont principal pour discuter avec l'équipage de ce qu'ils avaient à faire pour la journée. Le temps était horrible, la pluie tombait en rafales et un épais brouillard marin réduisait considérablement la visibilité. Pourtant, ils décidèrent de continuer à travailler pour respecter leur quota. Le navire était un bateau de pêche au large, utilisé pour chasser différentes espèces de poissons comme la morue, le thon et l'halibut. Pour ce voyage, la cible était l'halibut. Utilisant de grands filets, l'équipage se servait d'un système de poulies pour hisser les poissons et les déposer dans de grandes cuves à l'intérieur de la coque. Le travail était dur mais simple et efficace, et Robert s'était habitué à cette routine. Le filet jeté la nuit précédente était prêt à être remonté et Robert se trouvait à l'extrémité du pont, regardant en bas pour vérifier si le filet s'était pris quelque part. Au début, tout se passait bien. Le filet remontait sans problème pendant le premier tiers de l'opération, mais soudain, il se bloqua et ne bougea plus. Craignant qu'une erreur mécanique ne déchire le filet et laisse échapper les poissons, Robert donna l'ordre de stopper la poulie et se pencha pour inspecter la situation. 2 autres membres de l'équipage se tenaient près de lui. La ligne était toujours tendue et ils pouvaient entendre la poulie grincer par à-coups, ce qui les fit penser que le filet s'était probablement pris quelque part. Les bruits de la poulie devinrent de plus en plus forts jusqu'à ce que le cadre au-dessus de leur tête se brise et tombe dans l'eau avec le lourd filet. Un des collègues de Robert se souvient vaguement de l'incident, mais il se rappelle avoir ressenti un coup violent sur le haut du dos et une pression écrasante sur sa poitrine. La poulie avait projeté les 3 hommes hors du bord du pont et dans l'eau glacée en dessous. Les 3 hommes étaient sonnés par l'impact et mettaient un certain temps à réagir avant de commencer à nager. Robert fut le dernier à reprendre ses esprits. Il se réveilla en sentant son collègue le tenir par l'avant-bras et lui crier de se remettre en mouvement. L'hypothermie n'était qu'un des nombreux dangers qu'ils pouvaient rencontrer dans une telle situation et ils durent nager pour atteindre les gilets de sauvetage que les autres membres de l'équipage avaient jetés à l'eau. Les vagues étaient assez fortes et ils étaient souvent plongés sous la surface. À ce moment-là, les collègues de Robert aperçurent quelque chose d'horrible sous l'eau et commencèrent à crier pour qu'ils rejoignent rapidement une partie du navire où ils pourraient avoir un appui. Il y avait un grand requin blanc sous l'eau, mordant férocement dans le filet. Il était immense et se débattait à des vitesses impossibles en essayant de déchirer les cordes épaisses. Avant longtemps, il aperçut les 3 hommes nageant frénétiquement vers le navire et abandonna sa lutte avec le filet pour se concentrer sur une proie plus facile. Morgan, un des hommes avec Robert à ce moment-là, était choqué et hurlait constamment pour qu'il se dépêche, mais en vain. Peu de temps après, les 3 hommes ressentirent une présence autour d'eux, suivie du cri déchirant de Robert lorsque le requin saisit ses jambes d'un seul coup. Il cria et fut entraîné sous l'eau, suivi de Morgan qui s'accrocha à lui. La visibilité de l'eau était complètement obstruée par le sang des blessures de Robert et Morgan ne pouvait rien faire pour empêcher le requin de l'entraîner dans les profondeurs glacées. Il dut lâcher son bras et le visage souffrant de Robert s'enfonça dans l'obscurité, un souvenir que Morgan n'oublierait jamais. Les 2 autres hommes essayèrent de nager aussi vite qu'ils le pouvaient pour regagner le bateau, qui n'était qu'à une 12aine de mètres. Ils arrivèrent rapidement à une échelle du navire, grimpèrent et se retournèrent immédiatement pour chercher des signes indiquant que Robert allait bien. Ils restèrent là un moment, tandis que l'agitation parmi les autres membres de l'équipage atteignait son paroxysme avant de retomber, lorsqu'ils réalisèrent que la situation était irréversible. Les services d'urgence furent appelés et le navire s'arrêta pour évaluer la situation.
Le bateau de pêche sur lequel Robert et les autres travaillaient fut renvoyé à quai après que les membres de l'équipage eurent donné leur témoignage et raconté l'incident du mieux qu'ils purent. Quelques jours plus tard, l'équipage fut informé qu'aucune trace du corps de Robert n'avait été retrouvée et que les recherches avaient été suspendues, considérant sa mort comme acquise. Les voyages suivants furent annulés pendant 2 semaines par respect pour Robert et pour permettre un examen approfondi des normes de sécurité, car la défaillance mécanique responsable de la mort de Robert aurait pu et dû être évitée à tout prix. Morgan et les autres hommes retournèrent au travail dans un silence solennel, toujours en train de traiter ce qui était arrivé à leur ami et collègue de confiance. Morgan, quant à lui, ne retourna pas au travail. Il démissionna ce même jour, car il ne pourrait jamais accepter ce qui s'était passé et ne pouvait pas envisager de revenir à la pêche commerciale. Histoire 2. Après avoir évoqué les dangers de la pêche commerciale, tournons maintenant notre attention vers ce qui peut arriver lorsque des plongeurs deviennent trop audacieux et défient la puissance brute de la nature, simplement pour ressentir une montée d'adrénaline. Amor Lane était un plongeur récréatif qui enseignait des cours de plongée au large des côtes de la Floride à des personnes de tout niveau de compétences, désireuses d'apprendre une nouvelle activité et d'en apprendre davantage sur le monde sous-marin. À l'époque de l'incident, il avait 27 ans et celui-ci s'est déroulé le 24 avril 2000. Ce jour-là, Amore avait rassemblé le groupe qu'il devait encadrer. Après avoir effectué quelques vérifications de routine sur le matériel et évalué le niveau de compétence des étudiants, ils démarrèrent le bateau et s'éloignèrent assez loin de la côte jusqu'à ce qu'ils atteignent le lieu idéal pour la plongée. Tandis qu'ils se préparaient à plonger, Amore aligna tous les étudiants au bord du bateau, sauta à l'eau et leur donna pour consigne de faire de même, un par un. Ils étaient tous dans l'eau à ce moment-là, les 4 plongeurs, et se dirigeaient vers les profondeurs pour observer un récif et de la végétation sous-marine. Les plongeurs nageaient lentement car c'était leur première expérience avec des équipements de plongée. Et Amore les surveillait attentivement pour s'assurer que tout allait bien. Ils étaient libres de se déplacer tant qu'ils restaient dans son champ de vision. Mais l'un des plongeurs prit un peu trop de liberté et décida de plonger de plus en plus profondément, proche du fond de l'océan, dans cette zone. Amore remarqua immédiatement cela et fit signe aux autres plongeurs de remonter à la surface et de l'attendre. Il se mit alors à nager vers le plongeur isolé qui s'enfonçait toujours plus dans l'obscurité de l'océan. Lorsqu'il réussit enfin à le rattraper, il le saisit par l'épaule de manière assez agressive, mais se calma rapidement et lui ordonna de remonter à la surface. Il fit un geste apaisant de la main et commença à nager vers la surface, regardant le plongeur remonter en toute confiance, sachant qu'il ne se perdrait pas. Mais alors, quelque chose attira son attention dans son champ de vision et son cœur se serra lorsqu'il comprit ce qu'il venait de voir. Un grand requin taupe sombre s'était fondu dans l'obscurité environnante et surgit soudainement, les mâchoires grandes ouvertes, droit vers Amore. Il n'eut pas le temps de réagir et la bête saisit violemment sa poitrine et son dos, déchirant sa combinaison de plongée et perçant sa peau, frôlant ses côtes. Le choc fut immense et il laissa échapper un cri, mais ce cri se transforma en une énorme bulle d'air autour de lui, l'empêchant de respirer. Il se débattit en agitant les bras et frappa le requin sur le museau, mais cela ne stoppa pas l'animal qui mordit encore plus fort. La visibilité se réduisit à néant à cause du sang dans l'eau et le dernier recours d'Amor fut d'utiliser ses dernières forces pour saisir les branchies du requin et tirer de toutes ses forces, ce qui réussit à faire lâcher prise à la bête. Malgré ce soulagement immédiat, le choc et la douleur étaient bien trop forts pour qu'il puisse nager vers la surface. Cependant, il retrouva un peu d'espoir lorsqu'il sentit quelque chose l'attraper par sa bouteille de plongée et le tirer vers le haut. C'était le plongeur qui l'avait réprimandé et Amore se retrouva rapidement de retour à la surface. Lorsqu'il se réveilla sur le bateau, encore en sang, mais en vie, les autres plongeurs appliquaient des pansements sur ses blessures pour stopper l'hémorragie autant que possible, tandis qu'une autre personne dirigeait le bateau vers la côte du mieux qu'elle pouvait. Le bateau arriva au quai en heurtant violemment le bois, mais ils n'y prêtèrent aucune attention et appelèrent immédiatement à l'aide. Quelques marins remarquèrent la scène et appelèrent une ambulance. Moins de 10 minutes plus tard, Amore était admis dans un hôpital général de la région, où ses blessures furent traitées juste à temps pour éviter tout dommage permanent. Il resta à l'hôpital pendant 1 semaine avant de pouvoir rentrer chez lui pour se remettre complètement. Finalement,
Il s'avéra que le plongeur, qui avait été trop audacieux, avait aperçu ce qui se passait dans les profondeurs et s'était précipité pour venir en aide à son instructeur. Histoire 3. Le 17 juin 2023, un voyageur intrépide nommé Mark Stevens se lança dans une aventure à destination de Koh Tao, une île pittoresque de Thaïlande réputée pour ses plages tranquilles et sa faune marine abondante. Il ne savait pas encore que ce voyage allait se transformer en une lutte pour sa survie face à un groupe de prédateurs implacables. Un matin ensoleillé, Mark partit pour une expédition de plongée en solo, près d'un site populaire auprès des passionnés de plongée en raison de sa biodiversité exceptionnelle. Mark pratiquait la plongée libre, se fiant à une seule respiration pour explorer autant qu'il le souhaitait, remontant à la surface environ toutes les 5 minutes. Alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans l'abîme, le monde sous-marin lui dévoila toute sa beauté enchanteresse. Les coraux vibrants se balançaient doucement, regorgeant de poissons colorés, tandis que le silence des profondeurs était parfois interrompu par les sons lointains des créatures sous-marines. Soudainement, un mouvement rapide attira l'attention de Mark. Il tourna la tête, ne voyant rien d'autre que des ondulations dans les algues autour de lui. Bien qu'il n'eût rien de concret à signaler, il se sentit tout de même perturbé. Il décida alors de remonter lentement à la surface. Alors qu'il s'approchait, il jeta un dernier coup d'œil derrière lui et vit quelque chose qui resterait gravé dans sa mémoire à jamais. 2 requins à pointe noire en approche. Leurs yeux morts brillaient dans l'eau, se déplaçant lentement, comme s'ils suivaient chaque de ses mouvements. À chaque instant, les requins devenaient de plus en plus audacieux, tournant autour de lui et testant les eaux. Le cœur de Mark battait à tout rompre, l'adrénaline parcourant ses veines. Il comprit alors que l'évasion était impossible et qu'il devait faire confiance à ses instincts et à son entraînement pour survivre à cette situation de vie ou de mort. Il se lança alors dans une nage frénétique vers la surface, ses poumons brûlant à cause du stress et de l'effort. Lorsqu'il finit par percer la surface, il se saisit du petit quai où il avait déposé son matériel et essaya de se hisser dessus, mais il ressentit soudainement 2 violentes douleurs traverser ses jambes. Les requins l'avaient rattrapé et s'étaient accrochés à ses membres. L'un d'eux mordait sa cuisse, l'autre sa cheville. La douleur déchira ses nerfs, alors que le requin sur sa cuisse glissait sur sa chair, écorchant sa jambe et libérant un nuage rouge autour du quai. Il hurla de toutes ses forces et tenta de se hisser, mais les requins étaient trop lourds. Après un moment de tension, le requin qui maintenait sa cuisse lâcha prise, lui permettant de se traîner jusqu'au quai. Le bois rugueux et usé du quai racla sa blessure, provoquant un nouveau gémissement de douleur. Alors qu'il se retrouvait allongé sur le quai, les jambes en lambeaux et saignant abondamment, Mark commença à se sentir sombrer dans l'inconscience. Il lança un dernier cri désespéré avant de s'évanouir. À sa grande surprise, il se réveilla plus tard dans une ambulance, entouré de plusieurs secouristes qui soignaient ses blessures. Sous l'effet des médicaments, il se sentit très groggy et perdit à nouveau connaissance avant de se réveiller plusieurs heures plus tard à l'hôpital, sa femme à ses côtés. Elle était en larmes, mais heureuse qu'il ait survécu. Ses blessures étaient graves et nécessitèrent plusieurs mois de rétablissement. Mais grâce à une lente récupération, il réussit à marcher à nouveau, bien que les cicatrices demeurent. Histoire 4. Un soir d'été chaleureux, une tragédie imprévisible se déroula à bord d'un luxueux paquebot naviguant à travers la mer Méditerranée. Sarah Thompson, une jeune femme passionnée d'aventure, se retrouva dans une situation terrifiante après être accidentellement tombée par-dessus bord, plongée dans les eaux sombres et impitoyables. Sarah avait toujours rêvé de parcourir le monde et elle avait économisé avec soin pendant des années pour ce voyage unique dans sa vie. Elle et son mari, Elliot, avaient mis de côté de l'argent pendant des années pour pouvoir embarquer dans cette croisière tant attendue. Et ce voyage était tout ce qu'ils avaient espéré. Et même plus encore, ce voyage était censé célébrer sa remise de diplôme à l'université, une récompense pour des années de travail acharné. Alors que le soleil commençait à se coucher ce soir-là, Sarah se retrouva appuyée contre la rambarde du bateau, perdue dans ses pensées, les yeux rivés sur l'immensité de la mer Méditerranée. Elle pouvait entendre les gens marcher et parler autour d'elle, mais elle ne se concentrait que sur l'étendue infinie de l'océan devant elle. Dans cet instant d'inattention, Sarah se pencha un peu trop contre la rambarde, baissant les yeux, sans remarquer que la rambarde pliait sous son poids avant de grincer puis de se briser à la jonction. La structure était rouillée au-delà de toute réparation. Sarah bascula par-dessus bord et parvint, miraculeusement, à s'accrocher à la rambarde encore attachée au reste du bateau, mais seulement pour un court instant, avant que sa prise ne faiblisse
et qu'elle ne tombe dans les profondeurs troubles. Un homme accourut à la rambarde pour l'aider, mais il arriva trop tard. Les gens crièrent et paniquèrent en la voyant dans l'eau, demandant à l'équipage du bateau de se précipiter à son secours. Elliot, juste en dessous d'elle sur le pont, se tenait à la rambarde hurlant son nom. Il tenta de sauter par-dessus la rambarde pour rejoindre sa femme, mais un membre de l'équipage le retint, lui conseillant de ne pas se précipiter dans l'eau à cause des dangers des courants. Le chaos et l'incrédulité se propagèrent à bord du navire, alors que chacun essayait de comprendre la soudaineté de la situation. N'ayant pas l'équipement nécessaire, l'équipage ne pouvait rien faire de plus que de jeter un gilet de sauvetage en direction de Sarah et préparer un petit bateau pour aller la secourir, mais elle se trouvait déjà trop loin, hors de portée. Elliot criait son nom, et la tension monta encore lorsqu'il aperçut Sarah, soudainement, crier à son tour. L'eau autour d'elle prit une teinte rouge sombre. Elle hurla un instant avant d'être engloutie sous la surface. Une grande nageoire caudale apparut dans l'eau et tous comprirent alors ce qui venait de se produire. Elliot s'effondra au sol, secoué, incapable de comprendre ce qui venait d'arriver à sa femme en si peu de temps. L'équipage du navire le conduisit à l'infirmerie tandis que d'autres contactaient la garde côtière pour partir à la recherche de Sarah, qui avait disparu sans laisser de traces. Le navire fut ancré prématurément pour permettre à la garde côtière d'établir ce qui s'était passé et de déterminer quelles mesures prendre pour gérer la situation. Après l'arrivée de leur navire, le paquebot fut redirigé vers le port le plus proche et, après 2 jours de recherches intensives, ils conclurent que le corps de Sarah ne pouvait être retrouvé. Cette nouvelle anéantit Elliot, qui eut beaucoup de mal à faire face au chagrin et à la perte, une souffrance qui dura des années. Histoire 5. Le 5 avril 1992, dans une petite ville côtière réputée pour son charme tranquille, un incident inattendu bouleversa la communauté jusqu'à ses racines. John Miller, un homme d'âge moyen avec un goût prononcé pour l'aventure, se retrouva dans une situation extrêmement dangereuse après être accidentellement tombé d'un canoë et avoir été attaqué par un énorme requin-tigre. John avait quitté son motel aux premières heures du matin et s'était dirigé vers les quais pour retrouver un vieil ami pêcheur, Albert, afin de discuter d'un projet immobilier que les 2 hommes envisageaient d'acheter ensemble. Ils s'assirent dans un café et commencèrent à discuter des affaires quand Albert suggéra qu'ils pourraient pagayer jusqu'à une petite île voisine, un endroit calme où ils pourraient s'installer sur la plage et se détendre. C'était une belle journée et John accepta sans savoir que cette décision allait bientôt changer sa vie à jamais. Ils trouvèrent un homme louant des canoës pour autant d'heures qu'ils en avaient de besoin. Et louèrent donc 2 canoës pour 5 heures en tenant compte du temps qu'il leur faudrait pour rejoindre l'île et en revenir, ainsi que du temps qu'ils passeraient là-bas. Peu après, ils étaient sur l'eau, pagayant joyeusement vers l'île située à environ 1 kilomètre des quais. Arrivés à mi-chemin, John et Albert étaient en pleine conversation à propos de leur famille, quand soudain le canoë de John se retourna brusquement. Le devant du canoë se souleva violemment, projetant John dans l'eau avec un grand éclat. Albert cria en voyant son ami disparaître sous l'eau et s'élever lentement à la surface, totalement déconcerté par ce qui venait de se passer. Tandis que John battait l'eau pour se maintenir à flot, il tenta de saisir son canoë pour remonter à bord, mais soudainement, il s'écria et rejeta la tête en arrière, choqué. Il expliqua à Albert qu'il avait senti quelque chose frotter contre l'arrière de ses jambes, quelque chose de rugueux comme du papier de verre. Comprenant qu'il n'était pas seul dans cette eau, John se hâta de remonter dans son canoë, parvint à y entrer en partie, mais au moment où il tenta de ramener sa jambe droite dans le canoë, il fut horrifié de voir une paire de mâchoires massives jaillir de l'eau et mordre dans sa jambe. Un cri de douleur s'échappa de sa bouche alors que la douleur électrisait son corps et il fut brutalement tiré sous l'eau froide. Albert, très proche de lui, tenta de saisir son gilet de sauvetage mais en vain. L'adrénaline parcourut les veines de John alors qu'il prenait pleinement conscience de la gravité de la situation. Son cœur battait la chamade et il lutta de toutes ses forces contre le requin implacable qui ne semblait pas vouloir le lâcher. Le requin se débattait violemment, déchiquetant les muscles et les tendons de John comme des rubans. Après un moment qui sembla une éternité, et alors que John avait ingéré une grande quantité d'eau salée, la bête finit par lâcher prise et s'éloigna, se préparant pour une nouvelle attaque. Saisissant cette chance, John s'agita de manière frénétique, se précipitant vers la surface où Albert l'attendait, prêt à lui tendre la main. Albert réussit à le tirer aussi loin qu'il put et compta sur son aide pour le faire remonter dans le canoë. John gémit à chaque mouvement, sa jambe dévastée, tandis qu'Albert apercevait une forme sombre sous l'eau se rapprochant dangereusement du canoë.
Réfléchissant rapidement, Albert attendit que le requin refasse surface et frappa de toutes ses forces avec sa pagaie directement sur son museau, ce qui força la créature à replonger dans l'eau. Cela leur donna juste assez de temps pour que John puisse ramener ses jambes à l'intérieur du canoë. Sa jambe était un véritable carnage et Albert savait que chaque seconde comptait. Il se hâta de faire demi-tour pour les ramener au quai, sachant qu'il n'y avait pas de clinique sur l'île. Par un miracle, un petit bateau à moteur se dirigeait dans leur direction. En réalisant la situation, les personnes à bord foncèrent vers eux pour les aider. La femme et les 2 hommes à bord du bateau aidèrent John à monter à bord, prenant soin de ne pas aggraver ses blessures. Ils trouvèrent rapidement des morceaux de gaz dans la trousse de premier secours et couvrirent sa jambe de manière à maintenir la plaie aussi stable que possible. Bien qu'il fût d'une pâleur mortelle, John resta conscient, ce qui était un bon signe. Ils parvinrent à atteindre le rivage et John fut immédiatement transporté à l'hôpital local où il fut stabilisé et resta sous observation pendant 1 semaine, avec Albert et sa famille venant lui rendre visite fréquemment. Après quelques mois de rééducation, il parvint à se rétablir complètement.